Chapitre 6 de Les Forceurs de Blocus. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zékou, à Tournai en Belgique, durant novembre 2014. Les Forceurs de Blocus de Jules Verne. Chapitre 6. Le chenal de l'île Sullivan. 2 jours après la rencontre de la corvette l'Iroquois, le Delphin se trouvait par le travers des Bermudes, et il eut à essuyer une violente bourrasque. Ces parages sont fréquemment visités par des ouragans d'une extrême véhémence. Ils sont célèbres par leur sinistre, et c'est là que Shakespeare a placé les émouvantes scènes de son drame de La Tempête, dans lequel Ariel et Caliban se disputent l'empire des flots. Ce coup de vent fut épouvantable. James Playfair eut un instant la pensée de relâcher à Mainland, l'une des Bermudes, où les Anglais ont un poste militaire. C'eût été un contretemps fâcheux et surtout regrettable. Le Delphin, heureusement, se comporta d'une merveilleuse façon pendant la tempête, et, après avoir fui un jour entier devant l'ouragan, il put reprendre sa route vers la côte américaine. Mais si James Playfair s'était montré satisfait de son navire, il n'avait pas été moins ravi du courage et du sang-froid de la jeune fille. Miss Halliburtt passa près de lui sur le pont les plus mauvaises heures de l'ouragan. Aussi James, en s'interrogeant bien, vit qu'un amour profond, impérieux, irrésistible s'emparait de tout son être. « Oui, dit-il, cette vaillante fille est maîtresse à mon bord. Elle me retourne comme fait la mer d'un bâtiment en détresse. Je sens que je sombre. Que dira l'oncle Vincent? Ah, pauvre nature! Je suis sûr que si Jenny me demandait de jeter à la mer toute cette maudite cargaison de contrebande, je le ferais sans hésiter pour l'amour d'elle. » Heureusement pour la maison Playfair et compagnie, Miss Halliburtt n'exigea pas ce sacrifice. Néanmoins, le pauvre capitaine était bien pris, et Crockston, qui lisait dans son cœur à livre ouvert, se frottait les mains à en perdre l'épiderme. « Nous le tenons! Nous le tenons! » se répétait-il à lui-même. « Et avant 8 jours, mon maître sera tranquillement installé à bord dans la meilleure cabine du Delphin. » Quant à Miss Jenny, s'aperçut-elle des sentiments qu'elle inspirait? Se laissa-t-elle aller à les partager? Nul ne le saurait dire, et James Playfair, moins que personne. La jeune fille se tenait dans une réserve parfaite, tout en subissant l'influence de son éducation américaine, et son secret demeura profondément enseveli dans son cœur. Mais pendant que l'amour faisait de tels progrès dans l'âme du jeune capitaine, le Delphin filait avec une non moins grande rapidité vers Charleston. Le 13 janvier, la vigie signala la terre à 10 milles dans l'ouest. C'était une côte basse et presque confondue dans son éloignement avec la ligne des flots. Crockston examinait attentivement l'horizon, et vers 9 heures du matin, fixant un point dans l'éclaircie du ciel, s'écria: « Le phare de Charleston !» Si le Delphin fût arrivé de nuit, ce phare, situé sur l'île Morris et élevé de 140 pieds au-dessus du niveau de la mer, eût été aperçu depuis plusieurs heures, car les éclats de son feu tournant sont visibles à une distance de 14 milles. Lorsque la position du Delphin fut ainsi relevée, James Playfair n'eut plus qu'une chose à faire, décider par quelle passe il pénétrerait dans la baie de Charleston. « Si nous ne rencontrons aucun obstacle, dit-il, avant 3 heures, nous serons en sûreté dans les docks du port. » La ville de Charleston est située au fond d'un estuaire long de 7 milles, large de 2, nommé Charleston Harbour, et dont l'entrée est assez difficile. Cette entrée est resserrée entre l'île Morris au sud et l'île Sullivan au nord. À l'époque où le Delphin vint tenter de forcer le blocus, l'île Morris appartenait déjà aux troupes fédérales, et le général Gillmore
y faisait établir des batteries qui battaient et commandaient la rade. L'île Sullivan, au contraire, était aux mains des confédérés, qui tenaient bon dans le fort Moultrie, situé à son extrémité. Il y avait donc tout avantage pour le Delphin à raser de près les rivages du nord, pour éviter le feu des batteries de l'île Morris. 5 passes permettaient de pénétrer dans l'estuaire: le chenal de l'île Sullivan, le chenal du nord, le chenal Overall, le chenal principal et enfin le chenal Lawford. Mais ce dernier ne doit pas être attaqué par des étrangers, à moins qu'il n'ait d'excellentes pratiques à bord et des navires calant moins de 7 pieds d'eau. Quant au chenal du nord et au chenal Overall, ils étaient enfilés par les batteries fédérales. Donc il ne fallait pas y penser. Si James Playfair avait eu la possibilité de choisir, il aurait engagé son steamer dans le chenal principal, qui est le meilleur et dont les relèvements sont faciles à suivre. Mais il fallait s'en remettre aux circonstances et se décider suivant l'événement. D'ailleurs, le capitaine du Delphin connaissait parfaitement tous les secrets de cette baie, ses dangers, la profondeur de ses eaux à mer basse, ses courants. Il était donc capable de gouverner son bâtiment avec la plus parfaite sûreté, dès qu'il aurait embouqué l'un de ces étroits pertuis. La grande question était donc d'y pénétrer. Or, cette manœuvre demandait une grande expérience de la mer et une exacte connaissance des qualités du Delphin. En effet, 2 frégates fédérales croisaient alors dans les eaux de Charleston. Mr. Mathew les signala bientôt à l'attention de James Playfair. « Elles se préparent, dit-il, à nous demander ce que nous venons faire dans ces parages. »« Eh bien, nous ne leur répondrons pas, » répliqua le capitaine, « et elles en seront pour leurs frais de curiosité. » Cependant, les croiseurs se dirigeaient à toute vapeur vers le Delphin, qui continua sa route tout en ayant soin de se tenir hors de portée de leurs canons. Mais, afin de gagner du temps, James Playfair mit le cap au sud-ouest, voulant donner le change aux bâtiments ennemis. Ceux-ci durent croire, en effet, que le Delphin avait l'intention de se lancer dans les passes de l'île Morris. Or, il y avait là des batteries et des canons dont un seul boulet eût suffi à couler bas le navire anglais. Les fédéraux laissèrent donc le Delphin courir vers le sud-ouest en se contentant de l'observer et sans lui appuyer trop vivement la chasse. Aussi, pendant 1 heure, la situation respective des navires ne changea pas. D'ailleurs, James Playfair, voulant tromper les croiseurs sur la marche du Delphin, avait fait modérer le jeu des tiroirs et ne marchait qu'à petite vapeur. Cependant, aux épais tourbillons de fumée qui s'échappaient de ses cheminées, on devait croire qu'il cherchait à obtenir son maximum de pression et par conséquent son maximum de rapidité. « Ils seront bien étonnés tout à l'heure, » dit James Playfair, « quand ils nous verront filer entre leurs mains. » En effet, lorsque le capitaine se vit assez rapproché de l'île Morris et devant une ligne de canons dont il ne connaissait pas la portée, il changea brusquement sa barre, fit pirouetter son navire sur lui-même et revint au nord, en laissant les croiseurs à 2 milles au vent de lui. Ceux-ci, voyant cette manœuvre, comprirent les projets du steamer, et ils se mirent résolument à le poursuivre. Mais il était trop tard. Le Delphin, doublant sa vitesse sous l'action de ses hélices lancées à toute volée, les distança rapidement en se rapprochant de la côte. Quelques boulets lui furent adressés par acquis de conscience, mais les fédéraux en furent pour leurs projectiles qui n'arrivèrent seulement pas à mi-chemin. À 11 heures du matin, le steamer, rangeant de près l'île Sullivan, grâce à son faible tirant d'eau, donnait à pleine vapeur dans l'étroite passe. Là, il se trouvait en sûreté, car aucun croiseur fédéral n'eût osé le suivre dans ce chenal qui ne donne pas en moyenne 11 pieds d'eau en basse mer. « Comment ?» s'écria Crockston. « Ce n'est pas plus difficile que cela !»« Oh, oh, maître Crockston !» répondit James Playfair. « Le difficile n'est pas d'entrer, mais de sortir. »« Bah !» répondit l'Américain. « Voilà qui ne m'inquiète guère. Avec un bâtiment comme le Delphin et un capitaine comme monsieur James Playfair,
On entre quand on veut et on sort de même. Cependant, James Playfair, sa lunette à la main, examinait avec attention la route à suivre. Il avait sous les yeux d'excellentes cartes côtières qui lui permirent de marcher en avant sans un embarras, sans une hésitation. Son navire, une fois engagé dans le chenal étroit qui court le long de l'île Sullivan, James gouverna en relevant le milieu du fort Moultrie à l'ouest de Minor, jusqu'à ce que le château de Pinckney, reconnaissable à sa couleur sombre et situé sur l'îlot isolé de Schutt's Folly, se montrât au nord-nord-est. De l'autre côté, il tint la maison du fort Johnson, élevée sur la gauche, ouverte de 2 degrés au nord du fort Sumter. En ce moment, il fut salué de quelques boulets partis des batteries de l'île Morris, qui ne l'atteignirent pas. Il continua donc sa route, sans dévier d'un point, passa devant Moultrieville, situé à l'extrémité de l'île Sullivan, et débouqua dans la baie. Bientôt, il laissa le fort Sumter sur sa gauche et fut masqué par lui des batteries fédérales. Ce fort, célèbre dans la guerre des États-Unis, est situé à 3 milles et 1/3 de Charleston et à 1 mille environ de chaque côté de la baie. C'est un pentagone tronqué, construit sur une île artificielle en granit du Massachusetts et dont la construction a duré 10 ans et a coûté plus de $900 000. C'est de ce fort que, le 13 avril 1861, Henderson et les troupes fédérales furent chassés, et c'est contre lui que se tira le premier coup de feu des séparatistes. On ne saurait évaluer les masses de fer et de plomb que les canons des fédéraux vomirent sur lui. Cependant, il résista pendant près de 3 années. Quelques mois plus tard, après le passage du Delphin, il tomba sous les boulets de 300 livres des canons rayés de Parrott, que le général Gillmore fit établir sur l'île Morris. Mais alors il était dans toute sa force, et le drapeau des Confédérés flottait au-dessus de cet énorme pentagone de pierre. Une fois le fort dépassé, la ville de Charleston apparut couchée entre les 2 rivières d'Ashley et de Cooper. Elle formait une pointe avancée sur la rade. James Playfair fila au milieu des bouées qui marquent le chenal, en laissant au sud-sud-ouest le phare de Charleston, visible au-dessus des terrassements de l'île Morris. Il avait alors hissé à sa corne le pavillon d'Angleterre, et il évoluait avec une merveilleuse rapidité dans les passes. Lorsqu'il eut laissé sur tribord la bouée de la quarantaine, il s'avança librement au milieu des eaux de la baie. Miss Halliburtt était debout sur la dunette, considérant cette ville où son père était retenu prisonnier, et ses yeux se remplissaient de larmes. Enfin, l'allure du steamer fut modérée sur l'ordre du capitaine. Le Delphin rangea à la pointe les batteries du sud et de l'est, et bientôt il fut amarré à quai dans le North Commercial Wharf. Fin du chapitre 6 de Les Forceurs de Blocus par Jules Verne. Enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant novembre 2014. Chapitre 7 de Les Forceurs de Blocus. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant novembre 2014. Les forceurs de Blocus de Jules Verne. Chapitre 7. Un général sudiste. Le Delphin, en arrivant au quai de Charleston, avait été salué par les hurrahs d'une foule nombreuse. Les habitants de cette ville, étroitement bloquée par mer, n'étaient pas accoutumés aux visites de navires européens. Ils se demandaient, non sans étonnement, ce que venait faire dans leurs eaux ce grand steamer portant fièrement à sa corne le pavillon d'Angleterre. Mais quand on sut le but de son voyage,
pourquoi il venait de forcer les passes de Sullivan. Lorsque le bruit se répandit qu'il renfermait dans ses flancs toute une cargaison de contrebande de guerre, les applaudissements et les cris de joie redoublèrent d'intensité. James Playfair, sans perdre un instant, se mit en rapport avec le général Beauregard, commandant militaire de la ville. Celui-ci reçut avec empressement le jeune capitaine du Delphin, qui arrivait fort à propos pour donner à ses soldats les habillements et les munitions dont ils avaient le plus grand besoin. Il fut donc convenu que le déchargement du navire se ferait immédiatement, et des bras nombreux vinrent en aide aux matelots anglais. Avant de quitter son bord, James Playfair avait reçu de Miss Halliburtt les plus pressantes recommandations au sujet de son père. Le jeune capitaine s'était mis tout entier au service de la jeune fille. « Miss Jenny, avait-il dit, vous pouvez compter sur moi. Je ferai l'impossible pour sauver votre père, mais j'espère que cette affaire ne présentera pas de difficulté. J'irai voir le général Beauregard aujourd'hui même, et sans lui demander brusquement la liberté de Mr. Halliburtt, je saurai de lui dans quelle situation il se trouve, s'il est libre sur parole ou prisonnier. »« Mon pauvre père, » répondit en soupirant Jenny, « il ne sait pas sa fille si près de lui. Que ne puis-je voler dans ses bras? » « Un peu de patience, Miss Jenny. Bientôt vous embrasserez votre père. Comptez bien que j'agirai avec le plus entier dévouement, mais aussi en homme prudent et réfléchi. » C'est pourquoi James Playfair, fidèle à sa promesse, après avoir traité en négociant les affaires de sa maison, livré la cargaison du Delphin au général et traité de l'achat à vil prix d'un immense stock de coton, mit la conversation sur les événements du jour. « Ainsi, dit-il au général Beauregard, vous croyez au triomphe des esclavagistes? Je ne doute pas un instant de notre victoire définitive. Et en ce qui regarde Charleston, l'armée de Lee en fera bientôt cesser l'investissement. D'ailleurs, que voulez-vous attendre des abolitionnistes, en admettant, ce qui ne sera pas, que les villes commerçantes de la Virginie, des deux Carolines, de la Géorgie, de l'Alabama, du Mississippi vinssent à tomber en leur pouvoir? Après, seraient-ils maîtres d'un pays qu'ils ne pourront jamais occuper? Non, certes. Et suivant-moi, s'ils étaient jamais victorieux, ils seraient fort embarrassés de leur victoire. — Et vous êtes absolument sûr de vos soldats? Demanda le capitaine. Vous ne craignez pas que Charleston ne se lasse d'un siège qui la ruine? Non, je ne crains pas la trahison. D'ailleurs, les traîtres seraient sacrifiés sans pitié, et je détruirais la ville elle-même par le fer ou la flamme si j'y surprenais le moindre mouvement unioniste. Jefferson Davis m'a confié Charleston, et vous pouvez croire que Charleston est en main sûre. Est-ce que vous avez des prisonniers nordistes? Demanda James Playfair, arrivant à l'objet intéressant de la conversation. Oui, capitaine, répondit le général. C'est à Charleston qu'a éclaté le premier coup de feu de la scission. Les abolitionnistes qui se trouvaient ici ont voulu résister, et après avoir été battus, ils sont restés prisonniers de guerre. Et vous en avez beaucoup? Une centaine environ. Libres dans la ville? Ils l'étaient jusqu'au jour où j'ai découvert un complot formé par eux. Leur chef était parvenu à établir des communications avec les assiégeants, qui se trouvaient instruits de la situation de la ville. J'ai donc dû faire enfermer ces hôtes dangereux, et plusieurs de ces fédéraux ne sortiront de leur prison que pour monter sur les glacis de la citadelle. Et là, 10 balles confédérés auront raison de leur fédéralisme. — Quoi? Fusillés? S'écria le jeune capitaine, tressaillant malgré lui. — Oui, et leur chef tout d'abord. Un homme fort déterminé et fort dangereux dans une ville assiégée. J'ai envoyé sa correspondance à la présidence de Richmond, et avant 8 jours, son sort sera irrévocablement fixé. — Quel est donc cet homme dont vous parlez? Demanda James Playfair avec la plus parfaite insouciance. Un journaliste de Boston, un abolitionniste enragé, l'âme damnée de Lincoln. Et vous le nommez?
Jonathan Halliburtt. Pauvre diable! Fit James en contenant son émotion. Quoi qu'il ait fait, on ne peut s'empêcher de le plaindre. Et vous croyez qu'il sera fusillé? J'en suis sûr, répondit Beauregard. Que voulez-vous? La guerre est la guerre. On se défend comme on peut. Enfin, cela ne me regarde pas, répondit le capitaine. Et même, quand cette exécution aura lieu, je serai déjà loin. Quoi? Vous pensez déjà à repartir? Oui, général, on est négociant avant tout. Dès que mon chargement de coton sera terminé, je prendrai la mer. Je suis entré à Charleston, c'est bien, mais il faut en sortir. Là est l'important. Le Delphin est un bon navire. Il peut défier à la course tous les bâtiments de la marine fédérale. Mais si vite qu'il soit, il n'a pas la prétention de distancer un boulet de sang, et un boulet dans sa coque ou sa machine ferait singulièrement avorter ma combinaison commerciale. À votre aise, capitaine, répondit Beauregard. Je n'ai point de conseil à vous donner en pareille circonstance. Vous faites votre métier et vous avez raison. À votre place, j'agirai comme vous agissez. D'ailleurs, le séjour de Charleston est peu agréable, et une rade où il pleut des bombes 3 jours sur 4 n'est pas un abri sûr pour un navire. Vous partirez donc quand il vous plaira. Mais un simple renseignement. Quels sont la force et le nombre des navires fédéraux qui croisent devant Charleston? James Playfair satisfit aussi bien que possible aux demandes du général, et il prit congé de lui dans les meilleurs termes. Puis il revint au Delphin très soucieux, très affligé de ce qu'il venait d'apprendre. Que dire à Miss Jenny? Pensait-il. Dois-je l'instruire de la terrible situation de Mr. Halliburtt? Vaut-il mieux lui laisser ignorer les dangers qui la menacent? Pauvre enfant. Il n'avait pas fait 50 pas hors de la maison du gouverneur qu'il se heurta contre Crockston. Le digne Américain le guettait depuis son départ. Eh bien, capitaine! James Playfair regarda fixement Crockston, et celui-ci comprit bien que le capitaine n'avait pas de nouvelles favorables à lui donner. Vous avez vu Beauregard? Demanda-t-il. Oui, répondit James Playfair. Et vous lui avez parlé de Mr. Halliburtt? Non, c'est lui qui m'en a parlé. Eh bien, capitaine? Eh bien, on peut tout te dire à toi, Crockston. Tout, capitaine. Eh bien, le général Beauregard m'a dit que ton maître serait fusillé dans 8 jours. À cette nouvelle, un autre que Crockston aurait bondi de rage, ou bien il se serait laissé aller aux éclats d'une douleur compromettante. Mais l'Américain, qui ne doutait de rien, eut comme un sourire sur ses lèvres et dit seulement « Bah, qu'importe! » « Comment qu'importe? » s'écria James Playfair. « Je te dis que Mr. Halliburtt sera fusillé dans 8 jours et tu réponds qu'importe. » « Oui, si dans 6 jours il est à bord du Delphin, et si dans 7 le Delphin est en plein océan. » « Bien, fit le capitaine en serrant la main de Crockston. Je te comprends, mon brave. Tu es un homme de résolution, et moi, en dépit de l'oncle Vincent et de la cargaison du Delphin, je me ferai sauter pour Miss Jenny. Il ne faut faire sauter personne, répondit l'Américain. Ça ne profite qu'aux poissons. L'important, c'est de délivrer Mr. Halliburtt. Mais sais-tu que ce sera difficile? Peu, fit Crockston. Il s'agit de communiquer avec un prisonnier sévèrement gardé. Sans doute. Et de mener à bien une évasion presque miraculeuse. Bah, fit Crockston. Un prisonnier est plus possédé de l'idée de s'enfuir que son gardien n'est possédé de l'idée de le garder. Donc un prisonnier doit toujours réussir à se sauver. Toutes les chances sont pour lui. C'est pourquoi, grâce à nos manœuvres, Mr. Halliburtt se sauvera. Tu as raison, Crockston. Toujours raison. Mais enfin, comment feras-tu? Il faut un plan. Il y a des précautions à prendre. J'y réfléchirai. Mais Miss Jenny, quand elle va apprendre que son père est condamné à mort et que l'ordre de son exécution peut arriver d'un jour à l'autre, elle ne l'apprendra pas, voilà tout. Oui, qu'elle l'ignore, cela vaut mieux, et pour elle et pour nous. Où est enfermé Mr. Halliburtt? Demanda Crockston. À la citadelle, répondit James Playfair. Parfait. À bord maintenant. À bord, Crockston. Fin du chapitre 7 de Les Forceurs de Blocus par Jules Verne.
enregistré par Zécou a tourné en Belgique durant novembre 2014. Chapitre 8 de Les Forceurs de Blocus. Ceci est un enregistrement en LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à tourné en Belgique durant novembre 2014. Les Forceurs de Blocus de Jules Verne. Chapitre 8 L'évasion. Miss Jenny, assise sur la dunette du Delphin, attendait avec une anxieuse impatience le retour du capitaine. Lorsque celui-ci l'eut rejointe, elle ne put articuler une seule parole, mais ses regards interrogeaient James Playfair plus ardemment que ne l'eussent fait ses lèvres. Celui-ci, aidé de Crockston, n'apprit à la jeune fille que les faits relatifs à l'emprisonnement de son père. Il lui dit qu'il avait prudemment pressenti Beauregard au sujet de ses prisonniers de guerre. Le général ne lui ayant pas paru bien disposé à leur égard, il s'était tenu sur la réserve et voulait prendre conseil des circonstances. Puisque Mr. Halliburtt n'est pas libre dans la ville, sa fuite offrira plus de difficultés. Mais je viendrai à bout de ma tâche, et je vous jure, Miss Jenny, que le Delphin ne quittera pas la rade de Charleston sans avoir votre père à son bord. Merci, monsieur James, dit Jenny. Je vous remercie de toute mon âme. À ces paroles, James Playfair sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Il s'approcha de la jeune fille, le regard humide, la parole troublée. Peut-être allait-il parler, faire l'aveu des sentiments qu'il ne pouvait plus contenir, quand Crockston intervint. « Ce n'est pas tout cela, dit-il, et ce n'est pas le moment de s'attendrir. Causons, et causons bien. »« As-tu un plan, Crockston ?» demanda la jeune fille. « J'ai toujours un plan, » répondit l'Américain. « C'est ma spécialité. »« Mais un bon, » dit James Playfair. « Excellent, et tous les ministres de Washington n'en imagineraient pas un meilleur. C'est comme si Mr. Halliburtt était à bord. » Crockston disait ces choses avec une telle assurance et en même temps une si parfaite bonhomie qu'il eût fallu être le plus incrédule des hommes pour ne pas partager sa conviction. « Nous t'écoutons, Crockston, » dit James Playfair. « Bon, vous, capitaine, vous allez vous rendre auprès du général Beauregard et vous lui demanderez un service qu'il ne vous refusera pas. »« Et lequel ?» ?»« Vous direz que vous avez à bord un mauvais sujet, un chenapan fini qui vous gêne, qui pendant la traversée a excité l'équipage à la révolte. Enfin, une abominable pratique, et vous lui demanderez la permission de l'enfermer à la citadelle, à la condition, toutefois, de le reprendre à votre départ afin de le ramener en Angleterre et de le livrer à la justice de son pays. » « Bon, » répondit James Playfair en souriant à demi, « je ferai tout cela, et Beauregard accédera très volontiers à ma demande. »« J'en suis parfaitement sûr, » répondit l'Américain. « Mais, » reprit Playfair, « il me manque une chose. »« Quoi donc ? » ?»« Le mauvais chenapan. »« Il est devant vos yeux, capitaine. »« Quoi ? Cet abominable sujet ?» ?»« C'est moi. Ne vous en déplaise. »« Oh ! Brave et digne cœur !» s'écria Jenny en pressant de ses petites mains les mains rugueuses de l'Américain. « Va, Crockston, » reprit James Playfair. « Je te comprends, mon ami, et je ne regrette qu'une chose, c'est de ne pas pouvoir prendre ta place. »« À chacun son rôle, » répliqua Crockston. « Si vous vous mettiez à ma place, vous seriez très embarrassé, et moi, je ne le serais pas. Vous aurez assez à faire plus tard de sortir de la rade sous le canon des fédéraux et des confédérés, ce dont je me tirerai fort mal pour mon compte. » « Bien, Crockston, continue. »« Voilà. Une fois dans la citadelle, je la connais, je verrai comment m'y prendre, mais soyez certain que je m'y prendrai bien. Pendant ce temps, vous procéderez au chargement de votre navire. »« Oh, les affaires, » dit le capitaine. « C'est maintenant un détail de peu d'importance.
Pas du tout. Et l'oncle Vincent, qu'est-ce qu'il dirait? Faisons marcher de pair les sentiments et les opérations de commerce. Cela empêchera les soupçons. Mais faisons vite. Pouvez-vous être prêt en 6 jours? Oui. Eh bien, que le Delphin soit chargé et prêt à partir dans la journée du 22. Il sera prêt. Le soir du 22 janvier, entendez bien, envoyez une embarcation avec vos meilleurs hommes à White Point, à l'extrémité de la ville. Attendez jusqu'à 9 heures, et vous verrez apparaître Mr. Halliburtt et votre serviteur. Mais comment auras-tu fait pour faire évader Mr. Halliburtt et t'échapper toi-même? Cela me regarde. Cher Crockston, dit alors Jenny, tu vas donc exposer ta vie pour sauver mon père? Ne vous inquiétez pas de moi, Miss Jenny. Je n'expose absolument rien. Vous pouvez m'en croire. Eh bien, demanda James Playfair, quand faut-il te faire enfermer? Aujourd'hui même, vous comprenez, je démoralise votre équipage. Il n'y a pas de temps à perdre. Veux-tu de l'or? Cela peut te servir dans cette citadelle. De l'or? Pour acheter un geôlier? Point. C'est trop cher et trop bête. Quand on en vient là, le geôlier garde l'argent et le prisonnier. Et il a raison, cet homme. Non, j'ai d'autres moyens plus sûrs. Cependant, quelques dollars. Il faut pouvoir boire au besoin. Et griser le geôlier? Non, un geôlier gris, ça compromet tout. Non, je vous dis que j'ai mon idée. Laissez-moi faire. Tiens, mon brave Crockston, voilà une dizaine de dollars. C'est trop, mais je vous rendrai le surplus. Eh bien, es-tu prêt? Tout prêt à être un coquin fieffé. Alors, en route. Crockston, dit la jeune fille d'une voix émue. Crockston, tu es bien le meilleur homme qui soit sur terre. Ça ne m'étonnerait pas, répondit l'Américain en riant d'un bon gros rire. Ah, à propos, capitaine, une recommandation importante. Laquelle? Si le général vous proposait de faire pendre votre chenapan, vous savez, les militaires, ça n'y va pas par 4 chemins. Eh bien, Crockston. Eh bien, vous demanderiez à réfléchir. Je te le promets. Le jour même, au grand étonnement de l'équipage, qui n'était pas dans la confidence, Crockston, les fers aux pieds et aux mains, fut descendu à terre au milieu d'une dizaine de marins. Et une demi-heure après, sur la demande du capitaine James Playfair, le mauvais chenapan traversait les rues de la ville, et malgré sa résistance, il se voyait écroué dans la citadelle de Charleston. Pendant cette journée et les jours suivants, le déchargement du Delphin fut conduit avec une grande activité. Les grues à vapeur enlevaient sans désemparer toute la cargaison européenne pour faire place à la cargaison indigène. La population de Charleston assistait à cette intéressante opération, aidant et félicitant les matelots. On peut dire que ces braves gens tenaient le haut du pavé. Les sudistes les avaient en grande estime. Mais James Playfair ne leur laissa pas le temps d'accepter les politesses des Américains. Il était sans cesse sur leur dos et les pressait avec une fiévreuse activité dont les marins du Delphin ne soupçonnaient pas la cause. 3 jours après, le 18 janvier, les premières balles de coton commencèrent à s'empiler dans la cale. Bien que James ne s'en inquiétât plus, la maison Playfair et compagnie faisait une excellente opération, ayant eu à vil prix tout le coton qui encombrait les wharfs de Charleston. Cependant, on n'avait plus aucune nouvelle de Crockston. Sans en rien dire, Jenny était en proie à des craintes incessantes. Son visage, altéré par l'inquiétude, parlait pour elle, et James Playfair la rassurait par ses bonnes paroles. « J'ai toute confiance dans Crockston, » lui disait-il. « C'est un serviteur dévoué. Vous qui le connaissez mieux que moi, Miss Jenny, vous devriez vous rassurer entièrement. Dans 3 jours, votre père vous pressera sur son cœur. Croyez-en ma parole. »« Ah, monsieur James !» s'écria la jeune fille. « Comment pourrais-je jamais reconnaître un tel dévouement? Comment mon père et moi trouverons-nous le moyen de nous acquitter envers vous? » « Je vous le dirai quand nous serons dans les eaux anglaises, » répondit le jeune capitaine. Jenny le regarda un instant.
baissa ses yeux qui se remplirent de larmes, puis elle rentra dans sa cabine. James Playfair espérait que, jusqu'au moment où son père serait en sûreté, la jeune fille ne saurait rien de sa terrible situation. Mais pendant cette dernière journée, l'involontaire indiscrétion d'un matelot lui apprit la vérité. La réponse du cabinet de Richmond était arrivée la veille par une estafette qui avait pu forcer la ligne des avant-postes. Cette réponse contenait l'arrêt de mort de Jonathan Halliburtt, et ce malheureux citoyen devait être passé le lendemain matin par les armes. La nouvelle de la prochaine exécution n'avait pas tardé à se répandre dans la ville, et elle fut apportée à bord par l'un des matelots du Delphin. Cet homme l'apprit à son capitaine sans se douter que Miss Halliburtt était à portée de l'entendre. La jeune fille poussa un cri déchirant et tomba sur le pont sans connaissance. James Playfair la transporta dans sa cabine, et les soins les plus assidus furent nécessaires pour la rappeler à la vie. Quand elle rouvrit les yeux, elle aperçut le jeune capitaine qui, un doigt sur les lèvres, lui recommandait un silence absolu. Elle eut la force de se taire, de comprimer les transports de sa douleur, et James Playfair, se penchant à son oreille, lui dit « Jenny, dans 2 heures votre père sera en sûreté auprès de vous, où j'aurai péri en allant le sauver. » Puis il sortit de la dunette en se disant « Et maintenant, il faut l'enlever à tout prix, quand je devrais payer sa liberté de ma vie et celle de tout mon équipage. » L'heure d'agir était arrivée. Depuis le matin, le Delphin avait entièrement terminé son chargement de coton. Ses soutes au charbon étaient pleines. Dans 2 heures, il pouvait partir. James Playfair l'avait fait sortir de North Commercial Wharf et conduire en pleine rade. Il était donc prêt à profiter de la marée qui devait être pleine à 9 heures du soir. Lorsque James Playfair quitta la jeune fille, 7 heures sonnaient alors, et James fit commencer ses préparatifs de départ. Jusqu'ici, le secret avait été conservé de la manière la plus absolue entre lui, Crockston et Jenny. Mais alors il jugea convenable de mettre Mr. Mathew au courant de la situation, et il le fit à l'instant même. « À vos ordres, » répondit Mr. Mathew sans faire la moindre observation. « Et c'est pour 9 heures ?»« Pour 9 heures. Faites immédiatement allumer les feux, et qu'on les pousse activement. »« Cela va être fait, capitaine. Le Delphin est mouillé sur une ancre âgée. Nous couperons notre amarre, et nous filerons sans perdre une seconde. »« Parfaitement. Faites placer un fanal à la tête du grand mât. La nuit est obscure et le brouillard se lève. Il ne faut pas que nous courions le risque de nous égarer en revenant à bord. Vous prendrez même la précaution de faire sonner la cloche à partir de 9 heures. Vos ordres seront ponctuellement exécutés, capitaine. Et maintenant, monsieur Mathew, ajouta James Playfair, faites armer la guigue. Placez-y 6 de nos plus robustes rameurs. Je vais partir immédiatement pour White Point. Je vous recommande Miss Jenny pendant mon absence, et que Dieu nous protège, monsieur Mathew. Que Dieu nous protège, répondit le second. Puis aussitôt, il donna les ordres nécessaires pour que les fourneaux fussent allumés et l'embarcation armée. En quelques minutes, celle-ci fut prête. James Playfair, après avoir dit un dernier adieu à Jenny, descendit dans sa guigue et put voir, au moment où elle débordait, des torrents de fumée noire se perdre dans l'obscur brouillard du ciel. Les ténèbres étaient profondes. Le vent était tombé. Un silence absolu régnait sur l'immense rade, dont les flots semblaient assoupis. Quelques lumières à peine distinctes tremblotaient dans la brume. James Playfair avait pris la barre, et, d'une main sûre, il dirigeait son embarcation vers White Point. C'était un trajet de 2 milles à faire environ. Pendant le jour, James avait parfaitement établi ses relèvements, de telle sorte qu'il put gagner en droite ligne la pointe de Charleston. 8 heures sonnaient à Saint-Philip, quand la guigue heurta de son avant White Point. Il y avait encore 1 heure à attendre avant le moment précis fixé par Crockston. Le quai était absolument désert. Seule la sentinelle de la batterie du sud et de l'est se promenait à 20 pas. James Playfair dévorait les minutes. Le temps ne marchait pas au gré de son impatience.
À 8h30, il entendit un bruit de pas. Il laissa ses hommes les avirons armés et prêts à partir, et il se porta en avant. Mais au bout de 10 pas, il se rencontra avec une ronde de garde-côtes, une vingtaine d'hommes en tout. James tira de sa ceinture un revolver, décidé à s'en servir au besoin. Mais que pouvait-il faire contre ces soldats qui descendirent jusqu'au quai? Là, le chef de la ronde vint à lui, et voyant la guigue, il demanda à James: « Quelle est cette embarcation? » « La guigue du Delphin, » répondit le jeune homme. « Et vous êtes? » « Le capitaine James Playfair. »« Je vous croyais parti, et déjà dans les passes de Charleston. »« Je suis prêt à partir. Je devrais me mettre en route, mais... » « Mais ?» demanda le chef des gardes-côtes en insistant. James eut l'esprit traversé par une idée soudaine, et il répondit: « Un de mes matelots est enfermé à la citadelle, et ma foi, j'allais l'oublier. Heureusement, j'y ai pensé lorsqu'il était temps encore, et j'ai envoyé des hommes le prendre. Ah, ce mauvais sujet que vous voulez ramener en Angleterre? Oui, on l'aurait aussi bien pendu ici que là-bas, dit le garde-côte en riant de sa plaisanterie. J'en suis persuadé, répondit James Playfair, mais il vaut mieux que les choses se passent régulièrement. Allons, bonne chance, capitaine, et défiez-vous des batteries de l'île Morris. Soyez tranquille, puisque je suis passé sans encombre. J'espère bien sortir dans les mêmes conditions. Bon voyage. Merci. Sur ce, la petite troupe s'éloigna, et la grève demeura silencieuse. En ce moment, 9 heures sonnèrent. C'était le moment fixé. James sentait son cœur battre à se rompre dans sa poitrine. Un sifflement retentit. James répondit par un sifflement semblable. Puis il attendit, prêtant l'oreille, et de la main recommandant à ses matelots un silence absolu. Un homme parut enveloppé dans un large tartan, regardant de côté et d'autre. James courut à lui. « Mr. Halliburtt ? » « C'est moi, » répondit l'homme au tartan. « Ah, Dieu soit loué !» s'écria James Playfair. « Embarquez sans perdre un instant. Où est Crockston ?»« Crockston ?» fit Mr. Halliburtt d'un ton stupéfait. « Que voulez-vous dire ?»« L'homme qui vous a délivré, celui qui vous a conduit ici, c'est votre serviteur Crockston. »« L'homme qui m'accompagnait, le geôlier de la citadelle ?» répondit Mr. Halliburtt. « Le geôlier !» s'écria James Playfair. Évidemment, il n'y comprenait rien, et 1000 craintes l'assaillirent. « Oh bien oui, le geôlier !» s'écria une voix connue. « Le geôlier, il dort comme une souche dans mon cachot. »« Crockston, toi, c'est toi ?» fit Mr. Halliburtt. « Mon maître, pas de phrase, on vous expliquera tout, il y va de votre vie. Embarquez, embarquez !» Les 3 hommes prirent place dans l'embarcation. « Pousse !» s'écria le capitaine. Les 6 rames tombèrent à la fois dans leurs dames. « Avant, partout !» commanda James Playfair. Et la guigue glissa comme un poisson sur les flots sombres de Charleston Harbour. Fin du chapitre 8 de Les Forceurs de Blocus par Jules Verne. Enregistré par Zécou à tourner en Belgique durant novembre 2014. Chapitre 9 de Les Forceurs de Blocus. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou à tourner en Belgique durant décembre 2014. Les Forceurs de Blocus de Jules Verne. Chapitre 9. Entre deux feux. La guigue, enlevée par 6 robustes rameurs, volait sur les eaux de la rade. Le brouillard s'épaississait, et James Playfair ne parvenait pas sans peine à se maintenir dans la ligne de ses relèvements. Crockston s'était placé à l'avant de l'embarcation et Mr. Halliburtt à l'arrière, auprès du capitaine. Le prisonnier, interdit tout d'abord de la présence de son serviteur, avait voulu lui adresser la parole, mais celui-ci d'un geste lui recommanda le silence. Cependant, quelques minutes plus tard, lorsque la guigue fut en pleine rade,
Crockston se décida à parler. Il comprenait quelle question devait se presser dans l'esprit de Mr. Halliburtt. « Oui, mon cher maître, dit-il, le geôlier est à ma place dans mon cachot, où je lui ai administré 2 bons coups de poing, un sur la nuque et l'autre dans l'estomac, en guise de narcotique, et cela au moment où il m'apportait mon souper. Voyez quelle reconnaissance! J'ai pris ses habits, j'ai pris ses clés, j'ai été vous chercher, je vous ai conduit hors de la citadelle, sous le nez des soldats. Ce n'était pas plus difficile que cela. » « Mais ma fille, » demanda Mr. Halliburtt. « À bord du navire qui va vous conduire en Angleterre. »« Ma fille est là? Là ?» s'écria l'Américain en s'élançant de son banc. « Silence !» répondit Crockston. « Encore quelques minutes, et nous sommes sauvés. » L'embarcation volait au milieu des ténèbres, mais un peu au hasard. James Playfair ne pouvait apercevoir au milieu du brouillard les fanaux du Delphin. Il hésitait sur la direction à suivre, et l'obscurité était telle que les rameurs ne voyaient même pas l'extrémité de leurs avirons. « Eh bien, monsieur James, » dit Crockston. « Nous devons avoir fait plus d'1 mille et demi, » répondit le capitaine. « Tu ne vois rien, Crockston? »« Rien. J'ai de bons yeux pourtant. Mais bah, nous arriverons. Il ne se doute de rien là-bas. » Ces paroles n'étaient pas achevées qu'une fusée vint rayer les ténèbres et s'épanouir à une prodigieuse hauteur. « Un signal !» s'écria James Playfair. « Diable !» fit Crockston. « Il doit venir de la citadelle. Attendons !» Une seconde, puis une troisième fusée s'élancèrent dans la direction de la première, et presque aussitôt le même signal fut répété à 1 mille en avant de l'embarcation. « Cela vient du fort Sumter !» s'écria Crockston. « Et c'est le signal d'évasion. Force de rame, tout est découvert. »« Souquez ferme, mes amis !» s'écria James Playfair, excitant ses matelots. « Ces fusées-là ont éclairé ma route. Le Delphin n'est pas à 800 yards de nous. Tenez, j'entends la cloche du bord. Hardy, hardy là! 20 livres pour vous si nous sommes rendus dans 5 minutes. » Les marins enlevèrent la guigue qui semblait raser les flots. Tous les cœurs battaient. Un coup de canon venait d'éclater dans la direction de la ville, et à 20 brasses de l'embarcation. Crockston entendit plutôt qu'il ne vit passer un corps rapide qui pouvait bien être un boulet. En ce moment, la cloche du Delphin sonnait à toute volée. On approchait. Encore quelques coups d'aviron, et l'embarcation accosta. Encore quelques secondes, et Jenny tomba dans les bras de son père. Aussitôt la guigue fut enlevée, et James Playfair s'élança sur la dunette. « Monsieur Matthew, nous sommes en pression !»« Oui, capitaine. »« Faites couper l'amarre et à toute vapeur !» Quelques instants après, les 2 hélices poussaient le steamer vers la passe principale, en l'écartant du fort Sumter. « Monsieur Matthew, » dit James, « nous ne pouvons songer à prendre les passes de l'île Sullivan. Nous tomberions directement sous les feux des Confédérés. Rangeons d'aussi près que possible la droite de la rade, quitte à recevoir la bordée des batteries fédérales. Vous avez un homme sûr à la barre? »« Oui, capitaine. »« Faites éteindre vos fanaux et les feux du bord. C'est déjà trop, beaucoup trop des reflets de la machine, mais on ne peut les empêcher. » Pendant cette conversation, le Delphin marchait avec une extrême rapidité, mais en évoluant pour gagner la droite de Charleston Harbour, il avait été forcé de suivre un chenal qui le rapprochait momentanément du fort Sumter, et il ne s'en trouvait pas à un demi-mille quand les embrasures du fort s'illuminèrent toutes à la fois, et un ouragan de fer passa en avant du steamer avec une épouvantable détonation. « Trop tôt, maladroit !» s'écria James Playfair en éclatant de rire. « Forcez, forcez, monsieur l'ingénieur, il faut que nous filions entre 2 bordées. » Les chauffeurs activaient les fourneaux, et le Delphin frémissait dans toutes les parties de sa membrure sous les efforts de la machine, comme s'il eût été sur le point de se disloquer. En ce moment, une seconde détonation se fit entendre, et une nouvelle grêle de projectiles siffla à l'arrière du steamer. « Trop tard !»
part, imbécile! S'écria le jeune capitaine avec un véritable rugissement. Alors Crockston était sur la dunette, et il s'écria: Un de passé! Encore quelques minutes, et nous en aurons fini avec les confédérés! Alors, tu crois que nous n'avons plus rien à craindre du fort Sumter? Demanda James. Non, rien! Et tout du fort Moultrie, à l'extrémité de l'île Sullivan. Mais celui-là ne pourra nous passer que pendant une demi-minute. Qu'il choisisse donc bien son moment et vise juste s'il veut nous atteindre. Nous approchons. Bien, la position du fort Moultrie nous permettra de donner droit dans le chenal principal. Feu donc, feu! Au même instant, et comme si James Playfair eût commandé le feu lui-même, le fort s'illumina d'une triple ligne d'éclairs. Un fracas épouvantable se fit entendre. Puis des craquements se produisirent à bord du steamer. « Touché cette fois !» fit Crockston. « Monsieur Matthew !» cria le capitaine à son second qui était posté à l'avant. « Qu'y a-t-il ? Le bout hors de Beaupré à la mer. Avons-nous des blessés ? Non, capitaine. Eh bien, au diable la mâture, droit dans la passe, droit, et gouverner sur l'île. » « Enfoncez les sudistes !» s'écria Crockston. « Et s'il faut recevoir des boulets dans notre carcasse, j'aime encore mieux les boulets du nord, ça se digère mieux. » En effet, tout danger n'était pas évité, et le Delphin ne pouvait se considérer comme étant tiré d'affaire, car si l'île Morris n'était pas armée de ces pièces redoutables qui furent établies quelques mois plus tard, néanmoins ses canons et ses mortiers pouvaient facilement couler un navire comme le Delphin. L'éveil avait été donné aux fédéraux de l'île et aux navires du blocus par les feux des forts Sumter et Moultrie. Les assiégeants ne pouvaient rien comprendre à cette attaque de nuit. Elle ne semblait pas dirigée contre eux. Cependant, ils devaient se tenir et se tenaient prêts à répondre. C'est à quoi réfléchissait James Playfair en s'avançant dans les passes de l'île Morris, et il avait raison de craindre, car, au bout d'un quart d'heure, les ténèbres furent sillonnées de lumière. Une pluie de petites bombes tomba autour du steamer en faisant jaillir l'eau jusqu'au-dessus de ses bastingages. Quelques-unes même vinrent frapper le pont du Delphin, mais par leur base, ce qui sauva le navire d'une perte certaine. En effet, ces bombes, ainsi qu'on l'apprit plus tard, devaient éclater en 100 fragments et couvrir chacune une superficie de 120 pieds carrés d'un feu grégeois que rien ne pouvait éteindre et qui brûlait pendant 20 minutes. Une seule de ces bombes pouvait incendier un navire. Heureusement pour le Delphin, elles étaient de nouvelle invention et encore fort imparfaites. Une fois lancées dans les airs, un faux mouvement de rotation les maintenait inclinées, et au moment de leur chute, elles tombaient sur la base au lieu de frapper avec leurs pointes, où se trouvait l'appareil de percussion. Ce vice de construction sauva seul le Delphin d'une perte certaine. La chute de ces bombes peu pesantes ne lui causa pas grand mal, et, sous la pression de sa vapeur surchauffée, il continua de s'avancer dans la passe. En ce moment, et malgré ses ordres, Mr. Halliburtt et sa fille rejoignirent James Playfair sur la dunette. Celui-ci voulut les obliger à rentrer dans leur cabine, mais Jenny déclara qu'elle resterait auprès du capitaine. Quant à Mr. Halliburtt, qui venait d'apprendre toute la noble conduite de son sauveur, il lui serra la main sans pouvoir prononcer une parole. Le Delphin avançait alors avec une grande rapidité vers la pleine mer. Il lui suffisait de suivre la passe pendant 3 milles encore pour se trouver dans les eaux de l'Atlantique. Si la passe était libre à son entrée, il était sauvé. James Playfair connaissait merveilleusement tous les secrets de la baie de Charleston, et il manœuvrait son navire dans les ténèbres avec une incomparable sûreté. Il avait donc tout lieu de croire au succès de sa marche audacieuse, quand un matelot du gaillard d'avant s'écria: « Un navire ! » »« Un navire !» s'écria James. « Oui, par notre ange de tribord !» Le brouillard qui s'était levé permettait alors d'apercevoir une grande frégate qui manœuvrait pour fermer la passe et faire obstacle au passage du Delphin. Il fallait à tout prix la gagner de vitesse et demander à la machine du steamer un surcroît d'impulsion, sinon tout était perdu.
La barre à tribord, toute! Cria le capitaine. Puis il s'élança sur la passerelle jetée au-dessus de la machine. Par ses ordres, une des hélices fut enrayée, et, sous l'action d'une seule, le Delphin évolua avec une rapidité merveilleuse dans un cercle d'un très court rayon, et comme s'il eût tourné sur lui-même, il avait évité ainsi de courir sur la frégate fédérale, et il s'avança comme elle vers l'entrée de la passe. C'était maintenant une question de rapidité. James Playfair comprit que son salut était là, celui de Miss Jenny et de son père, celui de tout son équipage. La frégate avait une avance assez considérable sur le Delphin. On voyait, au torrent de fumée noire qui s'échappait de sa cheminée, qu'elle forçait ses feux. James Playfair n'était pas homme à rester en arrière. « Où en êtes-vous » cria-t-il à l'ingénieur. « Au maximum de pression » répondit celui-ci. « La vapeur fuit par toutes les soupapes. Chargez les soupapes » commanda le capitaine. Et ses ordres furent exécutés, au risque de faire sauter le bâtiment. Le Delphin se prit encore à marcher plus vite. Les coups de piston se succédaient avec une épouvantable précipitation. Toutes les plaques de fondation de la machine tremblaient sous ces coups précipités, et c'était un spectacle à faire frémir les cœurs les plus aguerris. « Forcez » criait James Playfair. « Forcez toujours !»« Impossible !» répondit bientôt l'ingénieur. « Les soupapes sont hermétiquement fermées. Nos fourneaux sont pleins jusqu'à la gueule. Qu'importe, bourrez-les de coton imprégné d'esprit de vin. Il faut passer à tout prix et devancer cette maudite frégate. » À ces paroles, les plus intrépides matelots se regardèrent, mais on n'hésita pas. Quelques balles de coton furent jetées dans la chambre de la machine. Un baril d'esprit de vin fut défoncé et cette matière combustible fut introduite, non sans danger, dans les foyers incandescents. Le rugissement des flammes ne permettait plus aux chauffeurs de s'entendre. Bientôt les plaques des fourneaux rougirent à blanc. Les pistons allaient et venaient comme des pistons de locomotive. Les manomètres indiquaient une tension épouvantable. Le steamer volait sur les flots. Ses jointures craquaient. Sa cheminée lançait des torrents de flammes mêlés à des tourbillons de fumée. Il était pris d'une vitesse effrayante, insensée. Mais aussi il gagnait sur la frégate. Il la dépassait, il la distançait. Et après 10 minutes, il était hors du chenal. « Sauvez !» s'écria le capitaine. « Sauvez !» répondit l'équipage en battant des mains. Déjà le phare de Charleston commençait à disparaître dans le sud-ouest. L'éclat de ses feux pâlissait, et l'on pouvait se croire hors de tout danger, quand une bombe, partie d'une canonnière qui croisait au large, s'élança en sifflant dans les ténèbres. Il était facile de suivre sa trace, grâce à la fusée qui laissait derrière elle une ligne de feu. Ce fut un moment d'anxiété impossible à peindre. Chacun se taisait. Et chacun regardait d'un œil effaré la parabole décrite par le projectile. On ne pouvait rien faire pour l'éviter. Et après une demi-minute, il tomba avec un bruit effroyable sur l'avant du Delphin. Les marins, épouvantés, refluèrent à l'arrière, et personne n'osa faire un pas, pendant que la fusée brûlait avec un vif crépitement. Mais un seul, brave entre tous, courut à ce formidable engin de destruction. Ce fut Crockston. Il prit la bombe dans ses bras vigoureux, tandis que des milliers d'étincelles s'échappaient de sa fusée. Puis, par un effort surhumain, il la précipita par-dessus le bord. La bombe avait à peine atteint la surface de l'eau qu'une détonation épouvantable éclata. « Hurrah! Hurrah !» s'écria d'une seule voix tout l'équipage du Delphin, tandis que Crockston se frottait les mains. Quelque temps après, le steamer fendait rapidement les eaux de l'océan Atlantique. La côte américaine disparaissait dans les ténèbres, et les feux lointains qui se croisaient à l'horizon indiquaient que l'attaque était générale entre les batteries de l'île Morris et les forts de Charleston Harbour. Fin du chapitre 9 de Les Forceurs de Blocus par Jules Verne. Enregistré par Zécou à tourner en Belgique durant décembre 2014. Chapitre 10 de Les Forceurs de Blocus. Ceci est un enregistrement LibriVox.
Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Zécou en Belgique durant janvier 2015. Les forceurs de blocus de Jules Verne. Chapitre 10. Saint Mungo. Le lendemain, au lever du soleil, la côte américaine avait disparu. Pas un navire n'était visible à l'horizon, et le Delphin, modérant la vitesse effrayante de sa marche, se dirigea plus tranquillement vers les Bermudes. Ce que fut la traversée de l'Atlantique, il est inutile de le raconter. Nul incident ne marqua le voyage de retour, et 10 jours après son départ de Charleston, on eut connaissance des côtes d'Irlande. Que se passa-t-il entre le jeune capitaine et la jeune fille qui ne soit prévu, même des gens les moins perspicaces? Comment Mr. Halliburtt pouvait-il reconnaître le dévouement et le courage de son sauveur, si ce n'est en le rendant le plus heureux des hommes? James Playfair n'avait pas attendu les eaux anglaises pour déclarer au père et à la jeune fille les sentiments qui débordaient de son cœur. Et, s'il faut en croire Crockston, Miss Jenny reçut cet aveu avec un bonheur qu'elle ne chercha pas à dissimuler. Il arriva donc que, le 14 février de la présente année, une foule nombreuse était réunie sous les lourdes voûtes de St. Mungo, la vieille cathédrale de Glasgow. Il y avait là des marins, des négociants, des industriels, des magistrats, un peu de tout. Le brave Crockston servait de témoin à Miss Jenny, vêtue en mariée, et le digne homme resplendissait dans un habit vert pomme à boutons d'or. L'oncle Vincent se tenait fièrement près de son neveu. Bref, on célébrait le mariage de James Playfair de la maison Vincent Playfair et compagnie de Glasgow avec Miss Jenny Halliburtt de Boston. La cérémonie fut accomplie avec une grande pompe. Chacun connaissait l'histoire du Delphin, et chacun trouvait justement récompensé le dévouement du jeune capitaine. Lui seul se disait payé au-delà de son mérite. Le soir, grande fête chez l'oncle Vincent, grand repas, grand bal et grande distribution de shillings à la foule réunie dans Gordon Street. Pendant ce mémorable festin, Crockston, tout en se maintenant dans de justes limites, fit des prodiges de voracité. Chacun était heureux de ce mariage, les uns de leur propre bonheur, les autres de celui des autres, ce qui n'arrive pas toujours dans les cérémonies de ce genre. Le soir, quand la foule des invités se fut retirée, James Playfair alla embrasser son oncle sur les 2 joues. « Eh bien, oncle Vincent, lui dit-il. « Eh bien, neveu James, êtes-vous content de la charmante cargaison que j'ai rapportée à bord du Delphin ?» reprit le capitaine Playfair en montrant sa vaillante jeune femme. « Je le crois bien, » répondit le digne négociant. « J'ai vendu mes cotons à 375% de bénéfice. » Fin de Les Forceurs de Blocus par Jules Verne. Enregistré par Zécou à Tournai en Belgique durant 2014.